IDPS, viva! Viva! Fatih Beton, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Béton, 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 bic rouge, aigle. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue au professeur Lombard et pour la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui dans le cadre de nos matinées scientifiques que l'on fait pratiquement tous les équipes, tous les deux du mois. Défenseur, le sujet du jour qui est le phénomène des États qu'on vient de le vivre. Ça tombe à point nommé parce que qui ne connaît pas le délestage à Kinshasa, c'est un terme. Avant que moi je parte en Europe en 82, ça fait des siècles, des décennies. Je ne connaissais pas ces mots du délestage. Je ne connaissais pas le délestage à part dans les cours, à la faculté, mais le vivre, il y a c'est que tu lis, c'est évidemment, mais lire un élément, un phénomène, ça marque souvent quand vous avez passé des années dans le pays où vous ne connaissez pas le message, quand vous arrivez ici, non, c'est le message de l'eau, le message de l'électricité. Ah, il faut prendre un élément totalement visuel pour la vie. Je vais laisser la parole au professeur Lévi qui est derrière la fenêtre pour nous éclairer davantage sur ce phénomène de délestage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle type de solution on a pour un jour vivre normalement avec l'accès à l'électricité? C'est un des critères pour un pays développé, l'accès à l'eau, à l'électricité. C'est un critère fondamental de la vie de tout le monde. Merci beaucoup, M. le Président. C'est une chose très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur, pour toute l'Assemblée. En tout cas, je tiens à vous remercier pour l'honneur d'être ici, dans cette aussi grande partie qui nous est chère et qui a contribué effectivement à la démocratie de ce pays, jusqu'à la matérialisation. Je pense que le thème aujourd'hui, c'est un thème assez important.
celui qui touche la vie quotidienne de Congolais. Nous avons essayé de présenter un peu comment ce phénomène est arrivé à quitter une situation conjoncturelle à devenir totalement un phénomène structurel qui s'est chargé. Alors, on a dit que c'est la problématique du métissage. Et j'ai préféré prendre le cas de la ville de Kinshasa. Le cas de la ville de Kinshasa pour être beaucoup plus pratique. Alors, nous allons faire une nouvelle présentation de la ville de Kinshasa. Après, on parlera du réseau cinétique de Kinshasa, les enjeux du métissage, les élections à venir et la conclusion. Mais entre le point 1 et 2, il y a un petit exercice où je vais insister pour comprendre des solutions à venir jusqu'à ce niveau-là. Alors, la ville de Kinshasa, nous tous vivons et nous sommes à plus ou moins 12 millions d'habitants. Il y a plusieurs questions, il y en a 15 millions, 17 millions. Et on sait que nous sommes au bout de 12 millions d'habitants. Avec une croissance de 3,2% en an, ça veut dire que la population est en train de se rendre très rapidement. Et la commune a fait son commune, nous avons maintenant une commune dans la ville. Et vous allez voir que la commune et la commune représentent pratiquement 80% de la ville de Kinshasa. Et 21 communes seulement ont une forte concentration de la population. C'est-à-dire la commune a cédé Malmont et Montafla qui sont totalement occupés. Et toute la population est concentrée à un seul endroit. Et vous allez voir que cette densité en population a aussi l'incidence parce que la promiscuité sociale fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de besoins dans certains endroits et pas dans d'autres. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à entrer dans cette situation de héritage structurel? Je dois présenter cette version par rapport à la Société nationale d'électricité. Comment elle est restée pendant longtemps garant de la distribution, de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, c'est reculé dans ce domaine. Le point fondamental, c'est que la Société nationale d'électricité qui a été créée en 1970 par la fusion de plusieurs entreprises, ça veut dire qu'il y avait des privés, avec la nationalisation, on a pu fondre plusieurs entreprises. Et la Société nationale d'électricité a deux pôles. Il y a le pôle ouest et le pôle sud. Ce sont les deux grands centres. À l'ouest, nous avons la centrale de Bunda, ainsi que Ozo, Sala, et au sud, nous avons les Guillon, Moucha, Oli et les 4 centrales. Les deux pôles sont interconnectés par la ligne Bunda-Chara, qui fait que c'est devenu le néron même des économies nationales. Alors, la SNEL, elle a hérité d'une situation d'étage. C'est-à-dire de 1982 à 2014, on a nationalisé et il n'y avait pas la production d'électricité. On n'a pas investi dans l'outil productif. Donc, après INA2, qui est une centrale de 1400 mégawatts de plus, on est pu entrer dans la production d'électricité. À cette époque-là, ça marchait bien parce que la population correspondait effectivement aux besoins. Et une deuxième chose, c'est qu'au sud, nous n'avions que la société Gécamine, qui était la Gécamine Réunie, qui était la seule industrie qui était en train de consommer plus ou moins 150 MW. Et l'excédent d'électricité qui était produit était transféré et vendu au pays du sud, ça veut dire l'Afrique australe. Et à ce moment-là, on n'avait pas de soucis. Autour des années 1996, avec la libéralisation du secteur minier, il y a eu la prolifération de l'industrie minière. Et l'industrie minière était une industrie lourde. La demande est devenue tout de suite exponentielle. Et comme la demande est exponentielle, pour une société comme la sienne, le client qui paye le mieux, c'est le client industriel. Parce qu'il consomme beaucoup d'électricité et il paye mieux. Le taux de recouvrement initial est d'environ 100%. Ça veut dire qu'on a commencé à privilégier l'industrie minière et la clientèle basse
sacrifier. Parce que, effectivement, la basse tension, il y a la difficulté de développement, il y a des actes de vandalisme, et l'industrie a commencé à tout absorber. Non seulement que l'industrie a tout absorbé, la demande est même devenue plus grande que celle que nous étions en train de vivre. On voulait le réguler. Et que le seuil d'acquisition est au-dessus de 50 000 $, il faut s'adresser à la Direction générale des marchés publics. Parce que nous sommes une entreprise avec capital public. Quand vous faites la demande à l'avis de notre objection, l'acquisition d'un bien, oui, quand vous faites la demande pour l'acquisition d'un bien, vous devez patienter à ce qu'on puisse établir l'avis de non-objection. Et pendant le temps que vous attendez l'établissement de l'avis de non-objection, la clientèle grogne parce qu'on n'a pas remplacé. Ça veut dire que la loi sur les marchés publics ne rend pas l'opérateur en électricité une entreprise concurrentielle. Ça veut dire que vous avez des fautes techniques que vous ne savez pas intervenir parce que la loi vous contraint. Et pendant ce temps-là, on doit mettre la population dans un régime de délestage, par exemple, parce qu'il faut les basculer sur un autre transformateur, les basculer ailleurs pour le venir en aide. Alors que c'est juste une contrainte légale qui ne permet pas à être souple dans l'exécution de nos tâches. Un autre élément qui est fondamental parmi les causes, c'est les actes de vandalisme perpétrés à répétition sur le réseau. Le réseau s'est retrouvé exposé. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où la main-d'œuvre a grandi, le renouvellement de la ressource humaine n'a pas tellement suivi. Le réseau se retrouve dans les mains des personnes qui nous viennent en appoint, qu'on peut appeler les journaliers, ce phénomène de journaliers. Et ces personnes ne sont pas des employés directs de l'entreprise qui est opérateur d'électricité. Ce qui fait que ces personnes peuvent s'adonner à des actes qui sont des actes de vandalisme, des actes qui sont contraires au bon sens, parce que ce ne sont pas effectivement des gens qui sont régis par les règles sociétales. Un autre élément que l'on peut ajouter, c'est le mauvais facteur de puissance. Généralement, c'est pour la clientèle achetée. Ça veut dire que les industriels ne respectent pas normalement tout ce qui est donné parce que nous sommes en manque de mesures contraignantes. Ce qui fait que pour un industriel qui fait des grands appels de puissance, il n'y a pas de limiteur de puissance. Ça affecte ceux-là qui sont dans la petite consommation parce que nous manquons certains équipements sur les réseaux. Et ça, ce sont des éléments fondamentaux qui constituent les raisons de ce déficit. Pour me résumer, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'abord la loi qui a stoppé à ce qu'il y ait l'outil productif qui puisse se développer. C'est l'élément fondamental parce que pendant 40 ans, on n'a pas construit de nouvelles centrales. Et du jour au lendemain, nous sommes arrivés dans une explosion industrielle et on n'a pas pu suivre le rythme et on s'est retrouvé en retard. Le deuxième facteur, c'est le fait que nous appliquons un tarif non rémunérateur qui ne permet pas à pouvoir réinvestir dans les équipements. Le troisième élément, c'est la loi sur le marché public qui ne nous permet pas d'être concurrentiel, ce qui fait que quand il y a des défauts d'acquisition, c'est les abonnés qui souffrent et nous n'arrivons pas à suivre le rythme. Et nous avons aussi des actes de vandalisme qui sont perpétrés par certaines personnes véreuses qui sont en exploitation ou en co-exploitation sur notre réseau. Mais il y a aussi d'autres aspects de choses qu'on peut ajouter comme l'insolvabilité des abonnés. Vous avez des abonnés totalement insolvables qui font qu'il n'y a pas de récupération des capitaux qui serait plus tard un levier d'investissement. Alors, du point de vue du réseau SNEL, dans la ville de Kinshasa, nous avons 10 postes injecteurs. Ça veut dire que nous recevons de la puissance en haute tension et puis nous avons 10 postes qui sont autour de la ville. Vous allez vous rendre compte qu'avec la taille de Kinshasa, 10 postes ne suffisent pas. Il fallait ajouter encore plusieurs postes pour rapprocher la bonne tension à côté de la population. Je vais donner le cas de Kanlouka. À Kanlouka, nous installons des cabines. Le bon rayon pour avoir une bonne tension, on pouvait balayer dans un rayon de 500 mètres.
mais nous avons une cabine qui balaye jusqu'à 2500 mètres. Vous vous rendez compte que nous n'avons pas une bonne attention à proximité de nos abonnés parce qu'il faut ajouter un nombre de postes et de sous-stations. Ça veut dire ça aussi, c'est un aspect fondamental qui demande de l'investissement et qui fait qu'il n'y a toujours pas de la bonne qualité parce qu'on n'a pas la quantité suffisante de postes et de sous-stations à proximité de nos abonnés. Ça peut conduire aussi à un phénomène de délestage qui est quoi au fait? Le délestage, c'est un phénomène de rationnement. On est en train de pouvoir donner ce que nous avons à tout le monde, mais en ayant peu. Alors, vous allez vous rendre compte que, comme on a fait la répartition, la puissance installée, malgré que nous avons les 1200, nous tournons autour de 620 MVA pour les sous-stations. Et à comparer à une ville où nous avons un besoin de presque 1400, vous vous rendez compte que nous ne pouvons que basculer par moment pour essayer de satisfaire les besoins des uns et des autres. Alors, les autres, ce sont quelques détails techniques. Je vais passer au point suivant. Ça veut dire que nous avons 2 sites de production qui alimentent Kinshasa. Les 2 sites qui alimentent Kinshasa aujourd'hui, nous avons le site d'Inga et le site de Zongo. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 60 MW et 600 MW qu'on alimente la ville de Kinshasa au pic, au maximum. Une fois que cette puissance arrive vers Kinshasa, les contraintes techniques, malgré que nous sommes en déficit d'énergie, les contraintes techniques par rapport aux équipements ne nous permettent par moment de capter qu'un maximum de 500. Ça veut dire que notre réseau n'est pas aussi conforme. C'est-à-dire nous sommes en déficit, le maximum que l'on nous alimente en déficit, quand il arrive, nous n'avons pas fondamentalement des équipements pour recevoir l'essentiel du peu qu'on nous donne. Et ça, c'est suite à des phénomènes d'avarie transfo. Nous avons aussi plusieurs cas de vol et de vandalisme perpétrés sur notre réseau qui font que nous perdons toujours de la qualité et de la valeur de notre réseau à chaque fois que nous recevons de la puissance. Sans parler du niveau de la tension sur Kinshasa, ici à Kinshasa, pourquoi est-ce que j'ai voulu évoquer le niveau de la tension? C'est qu'on a utilisé 3 niveaux de tension. Nous avons le niveau de 30 kV, 20 et 6,6. Pourquoi j'insiste sur le fait? Parce qu'aujourd'hui, le réseau de 6,6 kV, c'est un réseau qui est en pleine mutation et que l'on est en train de changer. Et les nouveaux postes, avec les financements que nous sommes en train de recevoir de la Banque mondiale et des autres sources de financement, on est en train d'évacuer l'ancien réseau avec la tension 6,6 pour migrer à la tension 20 kV. Ce qui fait que nous avons certains abonnés qui sont couverts par le réseau 6,6 dont nous n'avons plus beaucoup d'équipements en remplacement qui se retrouvent pénalisés faute d'équipements de remplacement. C'est pour cela que nous sommes en train de vouloir migrer pour avoir la technologie et les équipements qui correspondent à la tension en vigueur au standard international. Alors, sur le réseau de distribution de Kinshasa, on se rend compte que nous avons un problème de la vétusté. Par exemple, si vous prenez la commune de Gombe et une partie d'Ngalima, vous avez un réseau souterrain qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir de l'empiètement. Et ces empiètements, ça veut dire que les terrains où il y avait le passage des lignes souterraines SNEL ont été vendus et des bâtisses de grande valeur ont été construites dessus. Et quand vous avez des pannes, par exemple la toute dernière panne que nous avons connue au mois d'avril au niveau de Gombe, nous avons une panne avec la ligne souterraine que l'on n'a pas pu intervenir parce qu'il fallait démolir ou bien casser des édifices et des biens immobiliers de valeur qui ont été construits. Ce qui faisait qu'on devait migrer très rapidement en créant un réseau aérien alors qu'on pouvait bien
bien trouver la solution si on avait accès à notre emprise. Et ça aussi, ça conduit à des phénomènes de délestage parce que les abonnés qui sont couverts dans cette zone-là sont obligés d'être basculés ailleurs alors qu'ils pouvaient bénéficier d'un service de maintenance rapide si le réseau était respecté. Donc ça, ce sont des contraintes techniques qui nous poussent aussi à ça. Alors, nous avons aussi la multitude des pannes provoquées par la voirie, ainsi que les travaux des fibres optiques, l'occupation des servitudes, comme on l'a précisé ici. Nous avons aussi des interventions illicites des inciviques. Ça veut dire qu'il y a des gens, je veux donner un cas, vu que nous avons un personnel qui ne correspond pas aux besoins réels aujourd'hui en termes de déploiement, on recourt à la main-d'œuvre journalière. Par exemple, si on prend Kingabwa, c'est un CVS qui couvre près d'une 220 cabines, mais avec 2 techniciens. Ces 2 techniciens ne peuvent pas intervenir sur la centaine de cabines. Ils recourent parfois à des journaliers qui déploient, mais malheureusement, il y a aussi des gens qui n'ont pas droit à avoir accès à nos équipements, qui s'intègrent et qui commencent à opérer de manière illicite sans avoir la bonne connaissance des conditions du réseau et qui créent des situations qui pénalisent l'essentiel des abonnés en faisant des raccordements frauduleux, des raccordements qui ne sont pas contrôlés par le dispatching principal. Voilà. Nous avons aussi des coins où nous avons la difficulté d'intervention parce que vous avez la délinquance urbaine qu'on appelle communément les Kuluna. Il y a une panne, une équipe d'intervention veut venir. Avant de laisser même l'équipe intervenir, on l'agresse. Et c'est des genres de points qui deviennent finalement indexés et vous avez du personnel qui ont de la difficulté à pouvoir se déployer parce que c'est devenu de zones avec difficulté d'intégration. Alors, les enjeux avec le délestage aujourd'hui, c'est que la satisfaction de la clientèle et la qualité de la continuité des services, ça fait partie des obligations que nous sommes en train de chercher. Alors, quelle est la solution que nous sommes en train d'envisager aujourd'hui pour pouvoir régler ce problème? C'est que, en faisant l'analyse, nous avons pratiquement 1200 MW que nous disposons généralement par jour, qui est déployé entre 2 zones. Le réseau ouest Kinshasa et le réseau sud de Katanga. Si vous prenez les 600 MW, vous les envoyez au réseau sud. L'entreprise, en vendant à la clientèle achetée, elle récupère plus ou moins 500 millions de dollars des factures. Et les 300 MW qui sont injectés, pour un 300 MW dans l'exploitation minière, ça permet à générer sur le PIB 10 milliards de dollars. Et les 10 milliards de dollars, l'État récupère sa taxe. Vous vous rendez compte que quand on injecte de l'électricité dans le secteur industriel, l'économie nationale tourne et les fiscalités, les fiscs reçoivent leur part. Et ça donne plus de valeur à l'économie. La même quantité, quand nous réinjectons dans la ville de Kinshasa, la moitié va dans les instances officielles qui, malheureusement, l'État, dans son statut d'État client, parfois n'honore toujours pas ses factures. Ce qui fait que nous sommes dans la difficulté à pouvoir faire un bon recouvrement. Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que les 300 MW qui sont exploités par l'État client, nous pouvons migrer vers de nouvelles sources d'énergie. Ça veut dire les photovoltaïques, par exemple, en faisant l'autonomisation des instances officielles. Nous avons fait avec le site présidentiel aujourd'hui, nous avons des panneaux solaires qui font en sorte que le site présidentiel est autonome. Ça veut dire même en cas de coupure, notre réseau ne vient qu'en appui, mais il peut être autonome en utilisant une énergie renouvelable. Si nous mettons ce système sur l'ensemble des bâtiments publics, des universités, ils seront autonomes et nous allons récupérer les 300 MW que l'on va réinjecter dans la population pour commercialiser auprès des abonnés qui peuvent payer à la Société nationale d'électricité. Et ça va permettre non seulement à récupérer de l'argent, mais aussi à faire booster notre économie.
Alors, le besoin réel de la ville, comme on a dit, pourquoi on parle des besoins fermes? Parce que nous avons beaucoup de raccordements frauduleux. Mais les besoins fermes, ça veut dire que ce sont des abonnés qui se sont déclarés avec leur puissance souscrite que nous reconnaissons. Nous sommes autour de 817 MW. Et aujourd'hui, si nous avons 600 MW, on se retrouve dans un délestage normal de 200 MW qu'il faut combler par jour. Et ce qui fait qu'on crée un rationnement. Et la politique qui doit être faite aujourd'hui, c'est qu'il faut améliorer les conditions de rationnement. C'est pour cela que nous sommes en train de chercher à plus basculer sur la digitalisation de nos opérations. Parce que si la facturation est digitalisée, même nos abonnés peuvent être informés en amont que nous allons, par exemple, vous délester pour telle raison ou telle raison, pour 1 ou 2 heures. Et c'est la programmation où on informe l'abonné qui doit être le système actuel qui doit être d'application. Parce que ce phénomène aujourd'hui se vit partout. L'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de vivre le phénomène de délestage, mais c'est l'approche que l'on a avec l'abonné. Est-ce que l'abonné est informé? Est-ce que l'abonné connaît les raisons pour lesquelles on est dans cette situation? Je pense que c'est certaines améliorations que l'on est en train de faire. Alors, la puissance délestée moyenne journalière est autour de 200 MW et comme on l'a dit, c'est suite à l'insuffisance du productif. C'est pour dire quoi? C'est d'abord là où nous avions des difficultés techniques juste pour capter la puissance, que l'on n'ait pas de problème de non-conformité. On veut aujourd'hui que l'indisponibilité de l'électricité ne soit que facteur du manque du productible, mais pas des pannes techniques, pas d'insuffisance de capacité des équipements électromécaniques. L'exploitation au maximum de la sous-station UPEN, aujourd'hui qui est reprise à pratiquement 50%, qui nous a même servi de relais quand il y avait le jeu de la francophonie. Nous voulons encore la rayonner plus pour qu'on puisse capter encore plus d'abonnés dans cette zone-là. Et la finalisation du projet Pégase, qui est un projet qui tourne sur le renforcement de la puissance de notre poste de UTESCO, qui va reprendre une moitié de la ville, parce que si on regarde la ville de la commune de Gombe, il y a un centre financier qui est en train de grandir là-bas. C'est une nouvelle puissance et il nous faudra vite finaliser ce projet pour que quand il sera effectif, que ça ne puisse pas affecter négativement les autres abonnés. Donc la projection aussi est faite. Et nous avons un programme d'assainissement et de mise en conformité du réseau de distribution de Kinshasa qui est en train d'assainir plus de 201 cabines dans la réduction de temps d'interruption ainsi que la prise en charge de clients frauduleux. Ça veut dire tous ceux-là qui ont fait des raccordements frauduleux, nous sommes en train de faire des contrôles pour qu'ils puissent muter de leur statut, quitter le statut d'abonné frauduleux à passer au statut officiel, comme ça que l'on puisse avoir la vraie valeur consommée et que l'on puisse aussi contrôler ces abonnés-là. Aussi, la construction du poste de Kinsuka qui vient de terminer va permettre de dégager la puissance qui était bloquée à Zongo 2 et qui va permettre de rayonner pour une grande partie de la ville de Kinshasa qui est déjà à son achèvement. Et je pense que d'ici un mois, nous aurons la mise en service de ce poste et qui va permettre à ce que la ville puisse encore réduire ce phénomène de délestage. Pour les autres projets, nous avons par exemple l'installation de transfert de 100 MW dans le poste de Liminga. On a ajouté les 3 transformateurs et aujourd'hui la partie Massina, Lemba, Matete n'est plus dans un phénomène de délestage suite à l'insuffisance d'équipement. Ça veut dire aujourd'hui, avec les 3 transformateurs, on peut alimenter. C'est juste l'insuffisance du productible. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'électricité, mais on n'a pas de délestage parce que nous avons des équipements qui manquent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le travail de fond qui est en train de faire, c'est d'abord arranger nous techniquement que l'on n'ait pas des indisponibilités de fourniture faute d'équipement. Il y a aussi le renforcement de puissance dans les sous-stations et la poursuite de la mise en conformité du réseau BT sur fonds propres. Ça veut dire que nous sommes en train de financer la pose de compteurs parce que la majeure partie des
de nos abonnés sont en mode forfaitaire, qui est un mode prohibé. Parce que la loi dit que chaque abonné doit avoir un compteur, mais sur un ratio de pratiquement 1 200 000 abonnés, nous sommes à autour de 15% des abonnés qui ont un compteur. Alors nous sommes en train de travailler dans le fond pour que tout le monde ait un compteur, pour que non seulement qu'on se mette en règle avec la loi, mais aussi que l'on puisse avoir la vraie valeur de la consommation. Alors, en termes de conclusion, c'est que nous disons que la mise en service des 29 cabines de décharge à la fin de l'année 2022, au début de l'année 2023 au centre, a permis de réduire le nombre de cabines délestées de 490 à 558. C'est une dynamique dans laquelle nous sommes pour que nous puissions réduire d'abord techniquement toutes les cabines qui étaient en mode délestage suite aux pannes techniques, afin que ne reste que le phénomène du manque du productible. La clientèle est invitée à honorer ses factures dans les délais, parce que c'est grâce aux factures de nos abonnés que nous pouvons mener cette campagne d'assainissement de notre réseau. Et si nous ne sommes pas accompagnés par le caractère spontané de la clientèle qui reconnaît que c'est une charge utile à pouvoir s'acquitter, c'est nous et c'est la République qui gagne pratiquement. Elle est en outre appelée à observer les bonnes pratiques de consommation. Aujourd'hui, il y a les lampes économiques, ça veut dire la politique de l'efficacité énergétique devient un moyen pour nous pour avoir plus d'abonnés qui ont accès à l'électricité. Donc il faut utiliser des lampes économiques, il ne faudra pas les garder allumées pendant longtemps, il faut débrancher les charges non utiles pendant les heures, il faut avoir un plan de consommation à la maison pour savoir quels sont les équipements résistifs que l'on utilise, qui consomment le plus, quand les utiliser. Je pense qu'avec un peu plus de pédagogie, on pourra tous essayer un peu d'améliorer la manière dont nous consommons. Le pouvoir public, quant à lui, il est demandé à accompagner la SNEL dans le paiement de ses arriérés et la mise en place d'une loi pénalisante par rapport aux fraudes et une politique d'efficacité énergétique. Par exemple, si les décideurs politiques prennent la décision de dire que toutes les lampes qui ne sont pas économiques n'entrent pas, ne passent pas par nos frontières, je pense que cette mesure-là va aider à la politique d'efficacité énergétique. Tout ce que nous avons comme consommation anarchique d'électricité, il doit y avoir des mesures pénalisantes. Et si on retrouve quelqu'un dans un cas de fraude, la contrainte devait être tellement forte pour ne pas permettre qu'il y ait des actes de récidive. Et la SNEL aujourd'hui s'investit davantage afin de croître son productible. Nous sommes en train de mettre en service le poste de Kinsuka qui va dégager la puissance restante des Inga 2. Il y a des projets de construction de centrales qui sont discutés avec des partenaires privés. Nous sommes en train de faire une politique d'assainissement du réseau moyenne et basse tension et nous sommes en train de chercher à autonomiser la consommation énergétique de certaines institutions publiques. Ça, c'est une des très grandes solutions parce que ça peut nous permettre à récupérer 300 MW par cette politique. Donc, je pense que ce sont les différentes pistes de solutions. Je vous remercie. Je pense que je n'ai pas été assez long. Merci beaucoup, monsieur le DGA. Comme d'habitude, la présentation a été claire, courte, simple, mais devant les élites, il faut toujours aller beaucoup plus loin. Donc, on va prendre une série de quelques questions. Moi, je poserai les mêmes peut-être à la fin si ce n'est pas dans le public qui se pose. Professeur. Oui. Merci. D'abord, je félicite le professeur Denis pour sa présentation. Oui, je vais vous présenter. Je suis le professeur Cyprien Machela de l'Université de Kinshasa, faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Alors,
DGA qui a beaucoup plus de contraintes qui vont au-delà des contraintes techniques et sur lesquelles, au lieu de chercher des solutions, jusque-là, au niveau de la SNEL, on est en train de gérer des urgences. Parce que je n'ai pas vu vraiment vers la fin des solutions structurelles. Peut-être rester dans la gestion des urgences. Et ça pose un véritable problème. On comprend que techniquement, la SNEL est essoufflée. Et économiquement, au niveau de la gestion, on a des résultats que nous avons, des stages, et ceci, qu'on ne sait pas vraiment maîtriser. Alors, le problème du délestage en économie, c'est en fait le problème des rationnements, comme vous avez dit. Et ça nous renvoie à la symétrie de l'information entre la SNEL qui gère l'électricité et les abonnés. Ces systèmes ne devraient pas prendre autant de temps sans que la SNEL ne trouve la solution pour pouvoir interagir avec les abonnés. Parce que quand vous maintenez un système comme celui-ci, les stages, tout ça, les abonnés ne savent pas souvent pourquoi on doit être délesté. À contre-courant, c'est pas mal. Donc, on a besoin d'informations. Et là, j'ai suivi une proposition qui va dans le sens d'une éducation pour l'efficacité énergétique. Mais qui va faire ça? C'est la SNEL. Nous attendons qu'on nous enseigne comment utiliser économiquement l'électricité. C'est ça pose problème. Alors, le deuxième aspect, c'est au niveau du recours aux journaliers. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la SNEL. La SNEL utilise plus les journaliers que les agents qui ont signé des contrats au niveau de la SNEL. Et ces journaliers, quand ils posent des problèmes pour être engagés, ça devient un combat entre la SNEL et ces gens qui sont affaiblis. Ça, c'est de l'esclavage sur le marché du travail. Ou bien, il faut trouver des solutions pour pouvoir utiliser ces personnes à mi-temps au lieu de garder ce système des journaliers. Ce n'est pas vraiment un système qui honore la SNEL. Une grande société. Merci. Bon, avant de donner le micro à M. le DGA, je vais demander que les interventions soient assez courtes. Comme ça, j'ai comme l'impression que dans beaucoup de questions que vous avez posées, il y avait beaucoup de réponses qui étaient déjà données, à part le dernier élément. Bon, je préfère que ce soit... Bon, j'aime pas trop une série de questions, ça ne devait pas avancer. Mieux vaut une réponse tic au tac. Merci beaucoup, professeur. C'est comme l'a dit le doyen, vous avez aussi donné quelques pistes de solutions dans votre question. Par rapport à la gestion, effectivement, vous avez raison que la SNEL aujourd'hui est en train de donner des solutions d'urgence en majeure partie, et quand bien même il y a certaines solutions pérennes. Pourquoi? Parce que quand vous analysez les problèmes non techniques, les décideurs dans cette matière, ce n'est pas forcément les organes statutaires de la SNEL. Par exemple, si vous avez sur la fixation du tarif, ça c'est dans la loi. L'autorité tarifaire, ce n'est pas l'opérateur. Ça veut dire que s'il faut discuter sur tout ça, intégrer les rubriques qui manquent, les intervenants à cette question, il y a plusieurs parties.
Ça veut dire que c'est une solution mixte. Ça veut dire que nous subissons parce que aujourd'hui nous sommes une société commerciale. Nous sommes une société commerciale, mais certaines contraintes ne nous rendent pas concurrentiels. Mais ça devait être une réflexion autour d'une table où les décideurs ainsi que l'opérateur qui subit arrivent à trouver des solutions. Pourquoi est-ce que ce problème aujourd'hui il est existentiel? Parce que nous avons un grand partenaire qui a 3 statuts. Nous, c'est l'État. Nous avons, nous, l'État puissance publique, l'État client et l'État actionnaire. Il a 3 casquettes. L'État puissance publique ne veut pas augmenter les tarifs pour qu'il y ait grogne sociale. Alors, quand il est autorité tarifaire, il a tendance à baisser. L'État client est le premier consommateur et il veut avoir de l'électricité. Et il consomme. Il ne paye pas toujours. Et puis, il est État actionnaire. Il est en lui-même encore dans l'entreprise. Il veut encore des résultats par rapport à la gestion. Alors, il faudra à un moment se mettre ensemble pour que dans ces casquettes, s'il dit, OK, comme puissance publique, je ne veux pas qu'il y ait grogne sociale, il faut trouver un mécanisme de compensation. Ça serait peut-être les allègements fiscaux. Parce que je vous ai montré ici que si nous fournissons 300 MW, par exemple dans le secteur industriel, ça nous génère 300 millions et puis le PIB monte de 10 milliards. Alors si on se dit, pourquoi aller encore imposer celui qui nous permet de générer de l'argent dans l'économie? Lui, on ne le taxe pas au premier degré, il travaille, le différentiel qui était prévu pour que lui paie les impôts, il finance son plan directeur de redressement de l'entreprise. C'est à ce moment-là, les solutions pérennes, c'est la production. Il n'y a pas plus grande magie que ça. Il faut construire de nouvelles centrales, il faut construire de nouvelles lignes, il faut construire des postes et des sous-stations. Et pour le faire, il faut avoir des fonds. Et pour faire des fonds, il faudra que l'État, puissance publique, l'État actionnaire, se décide de nous donner la marge de manœuvre. C'est ça, ça serait une solution pérenne. Mais en entre-temps, comme gestionnaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons le réseau se mourir? Non. Alors nous trouvons des solutions qui sont aptes à notre capacité d'intervention avec ce que nous avons. C'est pour cela que les solutions de gestion commencent à s'inscrire plus dans des solutions conjoncturelles. Donc, c'est ça. Alors, je pense que par rapport à la symétrie de l'information, vous avez totalement raison. Nous sommes en train de développer des mécanismes d'information. Comme on l'a dit, ça demande d'investir aussi dans l'outil, d'avoir un call center. Et aussi, pour pouvoir résoudre le problème de nos journaliers, il faut le résoudre avec un plan de gestion sur 5 ou 10 ans à venir. Aujourd'hui, par exemple, si nous migrons à la facturation digitale, le travail du facteur doit être redéfini. Vous voyez un peu. Alors, nous aurons dans les 5-10 ans besoin de data analystes. Nous avons besoin de gens qui seront dans un bureau en train de recevoir des appels pour recevoir les plaintes ainsi que les désidérata de nos abonnés. Ça veut dire, si nous voulons résoudre tout ce problème-là, il faut le résoudre avec un plan directeur bien connu. Ça veut dire que nous résolvons ce problème pour ceci et pour cela. Quel est le métier de cette personne aujourd'hui dans les 5 années à venir? Je pense que nous sommes en train de faire aujourd'hui un travail de fond pour rédiger le plan directeur de l'entreprise. C'est à l'issue de ça que toutes les priorités seront prises. Mais nous sommes en train, comme on le dit, d'améliorer parce que aussi, ce qu'on oublie, c'est que le phénomène du journalier permet aussi de faire de véhiculer un tout petit peu de la richesse à une grande masse qui forcément n'est pas toujours employée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons face par exemple à 5000 journaliers, ce n'est pas forcément la quantité pour un effectif du personnel réel. Mais ça touche quand même un certain nombre et de manière sociale, ça affecte, ça a de l'impact. Mais c'est plutôt penser comment redéfinir ce métier dans les années à venir qui vont permettre à ce qu'on ait un plan prioritaire de recrutement connu. Donc je pense que plus ou moins j'ai essayé de... Il y avait déjà quelqu'un qui était de blanc. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Julien Nathaniel KLD, doctorant en gestion, assistant à l'université de Kinshasa.
ma question porte notamment sur la promiscuité. Vous avez tantôt dit que la disponibilité de l'électricité est due au fait que la population est concentrée à un même endroit. Quelle est la Société nationale de l'électricité pour étendre sa distribution dans les milieux un peu éloignés, notamment dans le Mont-Rafoula, où la population est très concentrée. Dans c'est Mont-Rafoula. Par exemple, moi j'ai habité au Gélos. La Société nationale n'a pas même pas un poteau à cet endroit-là. Et c'est vraiment difficile que les gens puissent construire dans des endroits pareils. Deuxième question, c'est par rapport au héritage. À quel moment on a commencé à parler du héritage? Parce que depuis que la société existe, c'est un moment où ça a commencé quand et pourquoi? Quels sont les facteurs qui ont favorisé ce concept de héritage? Et je crois la dernière question, c'est par rapport aux chiffres. Vous avez exposé, mais je n'ai pas mis les chiffres. Par des histogrammes, par des graphiques, et tout. Je voulais savoir les nombres d'abonnés et qu'est-ce que ça représente par rapport au roi, donc le retour à l'investissement. Donc le retour à l'investissement. Quel représente le nombre d'abonnés par rapport à l'investissement? Et pourquoi la SNP est devenue une société réformée, une société commerciale, continue à appliquer une application non rémunérale et non rémunératrice? Merci. Bon, monsieur, déjà encore une fois, il y a beaucoup de réponses qui étaient déjà données. Bon, merci, merci, monsieur Nathanaël. La question de la promiscuité sociale est devenue un enjeu dans le développement du réseau. Pourquoi? Parce que il y a eu un problème de mutation du niveau d'abonnement. Quand nous sommes des 0 kW à 59, à moins de 59, on est un abonné basse tension. À partir de 59 au-delà, on est dans la moyenne tension et puis après on a la haute tension. Avant, le point d'alimentation en électricité, c'était une parcelle. Parce que le style urbanistique du Congo belge, c'était des maisons basses, avec une maison, au plus une petite pièce en annexe. Avec la promiscuité, le développement, il y a eu changement de mentalité culturelle par rapport à l'urbanisme. Aujourd'hui, les gens construisent des maisons en hauteur. Et le statut du point d'alimentation d'hier, qui était parcelle point d'alimentation, aujourd'hui c'est devenu appartement point d'alimentation, et le niveau d'abonnés qui, par exemple, une parcelle qui ne consommait que 20 kW arrive à 80, mais n'a pas eu à migrer officiellement de son statut basse tension à moyenne tension. Tout ça, ça fait en sorte que la création de ces immeubles et tout ça a dérégulé un réseau qui était dimensionné au préalable. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait bien sûr de moyens pour essayer de le faire. En plus, qu'est-ce qui se passe? On parle, oui, de la société d'électricité comme opérateur, mais l'étalement urbain, le plan urbanistique, il y a des services habilités. Ça veut dire que le plan urbanistique de la ville devait être discuté entre les opérateurs d'utilité, ça veut dire eau et électricité, ainsi que les affaires foncières et les affaires d'urbanisme. C'est comme ça que le développement peut se faire. Est-ce que l'opérateur peut se décider aujourd'hui comme opérateur, je ne peux pas entrer dans une concession et dire que je vais poser mes poteaux ici? Non. Mais le plan urbanistique, c'est le service d'urbanisme qui vous dira qu'ici, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura cela. Ça veut dire que le rôle de celui qui fait le plan urbanistique, c'est un autre. Nous, comme opérateurs d'utilité, on nous concerte à un effet et on vient pour le faire.
Donc ça veut dire que, encore là, une autre réponse qui va dans le même sens, c'est qu'il faut des réunions avec plusieurs intervenants. Il y a des parties prenantes à cette activité-là de développement même du réseau. C'est pour cela que j'ai parlé de l'élaboration du plan directeur, parce qu'aujourd'hui, comment ça se développe? Peut-être au pif, mais s'il y a un plan urbanistique, on saura suivre. Par rapport au niveau du délestage, vous avez dit en quelle année ça a commencé. Je pense que j'ai évoqué ça ici. J'ai dit autour des années 1997, donc 97, on a constaté le phénomène de la libéralisation du secteur minier. Il y a eu la création des usines de transformation de cuivre et tout. Donc, c'est-à-dire la Gécamine s'est éclatée. Elle a créé plusieurs autres industries. Bon, pas éclatée au vrai sens du mot, mais elle a permis à ce qu'il y ait l'existence de plusieurs autres entreprises et par la libéralisation du secteur. Et vu que le secteur industriel est un secteur porteur, c'est facile de pouvoir alimenter les abonnés achetés qui ont commencé à faire de fortes demandes. Et ces fortes demandes industrielles ont pénalisé aussi la disponibilité qui était là pour les autres. Donc c'est autour des années 1997 que l'on a commencé à constater maintenant, en récurrence, le phénomène de délestage. Par rapport aux chiffres, s'il faut que je dise, oui, je pouvais vous présenter des chiffres, peut-être quelques chiffres présentés de manière très synthétisée, parce que je suis resté dans le contexte de mon auditoire. Je n'ai pas voulu vous donner techniquement certaines informations qui peuvent être supplémentaires si vous le demandez. Par rapport au nombre d'abonnés aujourd'hui, la SNEL a 3 niveaux de tension. Dans les niveaux de tension, nous avons dans la basse tension, nous avons environ 1 200 000 abonnés sur toute la République. En moyenne tension, nous sommes autour de 3 000 abonnés et en haute tension, nous avons 64 clients. Et ces 64 clients représentent 85% du chiffre d'affaires de la SNEL. Voilà. C'est pour vous dire que c'est intéressant quand eux, les 64 là, ils reprennent et ils vous représentent le gros du chiffre. Voilà. Merci. Ma question, oui, ça fait toutes ces années depuis la création de la SNEL. Merci. Merci. De la sorte on demande la présentation, merci beaucoup. C'était les années 90 que la SNEL a été créée. Sans plan directeur, 70. Sans plan directeur, j'ai entendu que vous êtes en train de développer un plan directeur. Je ne sais pas si c'est ça, parce qu'il y a eu récemment un ministère du tourisme qui est sans plan directeur. On a élaboré le plan directeur à l'époque avec le ministère libre. Est-ce que c'est le cas? Parce que je viens d'être nommé récemment, on n'a pas encore mis rien à la SNEL de droit. Et l'élaboration du plan directeur dans la SNEL est existée sans plan directeur. Je peux répondre directement. Je pense que je l'ai dit, aussi curieux que ça peut paraître, que nous sommes en élaboration des termes de référence pour avoir un plan directeur à la SNEL. Ça veut dire moi-même comme ingénieur de projet, votre étonnement fut aussi mon étonnement une période, mais je ne suis plus dans l'obligation de m'étonner, mais d'agir. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer les termes de référence pour qu'il y ait un plan directeur. Parce qu'aujourd'hui, comment vous vous posez la question, comment évolue notre réseau? Parce qu'il a posé une bonne question. Comment vous n'êtes pas en Maluku? Comment vous n'êtes pas en Sélé? Si le plan directeur était existentiel, on ne pouvait que suivre ces plans directeurs-là. Parce que c'est le plan directeur qui va décider de la politique de développement du réseau. C'est le plan directeur qui sera même notre gage par rapport à d'autres financiers pour montrer qu'est-ce que nous planifions à faire dans les 5, 10, 15 ans. Et on est en train de préparer un plan directeur dans les 15 ans. Si on en avait trouvé en héritage, on serait content. Moi, je mettrais toujours un bémol dans ce genre de choses. Vous savez, dans notre pays, on
ne respecte pas ce genre de plan directeur. En réalité, le plan directeur doit être global, qui peut être maintenant décliné dans tous les domaines. Si la SNEL fait un plan directeur alors que les autres secteurs du pays n'en ont pas, bon, ça sera juste un plan dans un tiroir, donc un bémol. Je renverrai, voilà, il y a l'English coach après Carlos, bon, il y a de plus en plus de questions qui... Merci pour la parole. Je me nomme Michael Costa. Toute action doit être inscrite dans la directive. Les actions en cours, je n'ai pas suivi d'être acquises. Et la SNEL, c'est une société commerciale. En vous attendant de parler, non seulement le cash flow qui est négatif, mais aussi les résultats nets. Et vous avez des créances à recouvrir. Quelles sont les actions mises en place pour recouvrir justement ces créances au niveau de l'État? Et les deux, vous avez parlé des journaliers. D'ailleurs, vous avez bien fait parce que j'allais justement vous poser cette question. La plupart de ceux qui manipulent les cabines sont justement ces journaliers. Et par moment, ils vendent le délestage. C'est-à-dire notre quartier ici devait bénéficier justement de notre tour, mais malheureusement, cela est vendu. Et généralement, c'est lorsqu'il y a des grands matchs, avec la reprise de la Ligue des Champions, Liga, vous allez voir réellement que les délestages sont vendus. Vous les avez d'ailleurs dénoncés dans votre exposé. Mais chose curieuse, il n'y a aucun mécanisme de sanction qui est prévu. Il n'y a pas de mécanisme de sanction prévu par la SNEL. Je cite par exemple ceci, les délestages. Mais où est l'équité? Au moment où il y a des communes, il y a des quartiers qui reçoivent ces courants non-stop, sont-ils plus congolais que les autres? Vous les savez, non? Alors pourquoi ne faites-vous pas comme Che Guevara ou Oribe, qui pouvaient faire des élections par surprise? Question de voir comment ça fonctionne. Faites ça, vous allez être surpris de beaucoup de choses, surtout des jours de grands matchs. Arriver dans tel secteur pour dire, bon, montrez-moi les tableaux, quels sont les gens qui sont censés bénéficier du droit. Et vous serez surpris. Donc, nous en souffrons énormément sur cet aspect des choses. S'il y a moyen de faire quelque chose, merci. Merci beaucoup. Je pense que M. Michael, vous avez raison sur le fait de dire qu'il y a des bavures qui sont faites et nous nous inscrivons dans la politique de l'amélioration. La première chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur pouvoir contrôler d'abord, c'est mettre le système de la télé-relève. Ça veut dire avoir l'information à distance de rediriger vers un dispatching central. C'est plus que je peux vous informer qu'on n'a pas un dispatching digitalisé chez nous. Ça veut dire que nous n'avons pas un récepteur central qui peut nous montrer qu'à tel instant, à l'instant T, telle cabine est sous tension ou pas. Le transformateur qui est là est sous tension, est mis sous tension ou pas. Donc, il faudra passer par voie de communication. Alors, si nous avons un système d'information à distance, cela d'abord va permettre de baisser ces bavures. C'est un investissement, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'étalement de toutes les cabines dans la ville et que vous savez, par exemple, par une application, savoir si vous êtes sous tension ou pas,
et nous envoyons le message pour dire que de 13h à 16h, c'est par exemple faute de productibles, machine telle en arrive. Parce que nous avons des niveaux de délestage dans notre programmation, suivant les groupes disponibles qui tournent dans les grandes centrales. Sur 8 machines, si par exemple il y a 2 qui tournent, il y a 2 qui tournent, 4 qui tournent, 6 qui tournent ou les 8 qui tournent, ça détermine le niveau de délestage que l'on impose à tout le monde. Maintenant, il y a 2 niveaux de conformité ici, dont certains agents véreux et certains journaliers, comme vous les appelez, le font. Alors, les mesures contraignantes s'appliquent d'abord sur des personnes contractuelles. Vous voyez un peu. Les autres, abusivement appelés aussi journaliers, il y en a qui ne sont même pas reconnus par l'entreprise, qui sont en train de faire des intrusions malicieuses et qui nécessitent qu'il y ait des contrôles, qui nécessitent qu'il y ait de la participation de tous. C'est-à-dire, si culturellement on sait que nous, en cas de défaut, il faut appeler le call center de l'opérateur national d'électricité, on ne va pas appeler le technicien du coin. Il suffit que quelqu'un dise qu'il a commencé, il est en première année dans une faculté polytechnique ou dans un institut dans un quartier, on l'appelle déjà abusivement ingénieur et il vient, il touche à tout ce qu'il faut toucher et on permet. C'est-à-dire, s'il y a déjà de la responsabilité, l'appropriation du fait que mentalement nous tous on dise que non, il faut qu'il y ait un opérateur qui vienne pour toucher à ça, déjà ça change. Le simple fait que l'on puisse appeler, parce que ceux-là qui contraignent les gens, c'est toujours nous dans la population. Non, appelle un tel, lui il sait, il va aller, il va le faire. Et puis après, il commence à en abuser. Parce qu'il n'a même pas le droit de toucher ces installations-là. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire d'abord un travail d'amélioration, parce qu'on ne peut pas dire que c'est parfait. Aujourd'hui, nous allons faire un travail d'amélioration pour qu'on puisse d'abord avoir l'information digitale et aussi que l'on puisse reconnaître et identifier l'essentiel de notre personnel. C'est pour cela que nous sommes en train de prévoir à redonner à tous les agents réellement engagés une tenue connue, diffusée et connue par tous, avec un numéro d'identifiant, où vous savez que l'agent officiel de la SNEL s'habille comme ça, et quand il touche à ces installations, vous avez l'opportunité de voir son identifiant sous son dossard. En cas de bévue, vous pouvez appeler à la société pour dire qu'un tel a posé tel acte. Je pense que d'abord l'identification des opérateurs réels en vulgarisant qui a droit, c'est une première étape. Mais à ce stade, effectivement, il y a certains desiderata que vous nous donnez, nous acceptons et nous les prenons et nous nous inscrivons dans l'amélioration. Oui, par rapport à l'équité, ça c'est un fait. L'équité est en train aujourd'hui aussi de suivre la conformité du réseau. Déjà, le réseau lui-même tel qu'il est implanté, à ce jour, n'est pas totalement équitable parce qu'il y a des communes où il y a l'absence d'équipement, il y a l'absence de... On ne peut pas comparer toutes les communes. Là, par exemple, la commune de Gombe, elle est totalement agglomérée, le réseau est déjà déployé. On ne peut pas comparer là où le réseau n'est pas encore déployé autant que là. C'est-à-dire déjà qu'il y a des contraintes techniques. C'est pour cela que nous avons parlé de l'achèvement du projet Pégase, qui va là où nous avons des poches noires, là où nous avons des réseaux avec des grands écarts. J'ai parlé ici de la distance entre les abonnés. Nous sommes en train d'améliorer, de faire la mise en conformité du réseau. C'est-à-dire c'est un travail. Mais tout ça, il ne faut pas oublier que l'élément moteur, ça reste la capacité d'investissement. Est-ce que cette capacité d'investissement, nous l'avons totalement tant que nous nous décapitalisons? C'est pour cela qu'on rentre à la question fondamentale que le professeur a posée, c'est qu'il faut résoudre le problème dans le fond. Ça veut dire, si nous sommes capables d'appliquer la vérité des prix, or la vérité des prix va faire en sorte qu'il y ait grogne parce que ça va augmenter et l'État puissance publique peut-être peut trouver du mal à ça, il faut trouver peut-être un mécanisme d'allègement fiscal. Et par rapport aussi à cela, il y a aussi des propositions de faire le paiement croisé. Les créances dues à l'électricité, il faut qu'il y ait des mécanismes légaux qui permettent à ce que l'on puisse compenser. Parce que quand on nous demande, nous,
de payer les impôts, on ne considère pas le fait qu'il y a des créances quelque part. On nous demande parce que l'impôt est d'ordre public. Celui qui ne paye pas commet la faute. Mais on ne va pas aller s'expliquer pour dire que voilà, moi je dois ceci ou cela. C'est-à-dire, mais s'il y avait un principe de paiement croisé, on pouvait commencer à prendre nos créances qui devaient être considérées directement comme étant notre contribution aux impôts. Je voudrais quand même faire un petit commentaire par rapport aux questions que Gaël a posées. Il faut savoir, je pense que M. le DG a un peu évoqué cet élément en passant, qu'on a un gros problème culturel ici. Dans les propositions que j'ai avancées pour notre grande conférence qu'on espère qu'on aura, le deuxième point que j'ai inscrit, c'est la culture des pays développés. Pour parler aussi de la culture des pays sous-développés. Avons-nous la culture des pays normaux? La réponse est non. Parce que dans un pays normal, l'État paye ce qu'il doit payer. Et dans les délais. Dans les pays normaux plutôt, les gens payent ce qu'ils doivent payer. Est-ce que le Congolais paye sa dette? La réponse est non. Est-ce que le Congolais sait que le développement dépend de son comportement là où il est? Au travail, dans la rue? La réponse est non. Donc, c'est pour ça que je disais, les mêmes bémols par rapport à tout ce qui est plan directeur. Est-ce qu'on a la culture de respecter ce qu'on décide? Comprenez, on a un très très gros problème culturel. Je pense que si notre conférence aura lieu, il y aura beaucoup de choses. Je voudrais vraiment qu'on s'apaisantisse sur cet élément culturel parce qu'il y a la culture du développé et nous, dans nos pays africains, nous entretenons la culture du sous-développement. C'est notre English coach qui doit parler, puis après Carlos. Merci beaucoup pour votre parole. Je me nomme Wilson Lutere. Je suis le English coach comme le professeur de dans le corps de scientifique de l'Île-de-France. Alors, je dirais vraiment très précis par rapport à ma question. Vous avez, M. Radegio, M. DG, vous avez vraiment bien parlé. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez parlé de l'industrialisation, clientèle, la production, la distribution. Très excellent. Mais je voudrais poser une question très précise par rapport à la consommation des services de la SNEL que nous sommes, la population. Vraiment, la SNEL a vraiment des problèmes très sérieux, beaucoup de lacunes quant à ce qui concerne la production ou la distribution des services. Quand nous partons sous d'autres cieux, le domaine de l'électricité est diversifié. C'est-à-dire, on voit on n'observe pas justement une société d'électricité qui gère tout. Alors, si on observe bien par rapport à vos attributions, vous êtes débordé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, monsieur le DG, il n'y a pas moyen de diversifier le domaine de l'électricité en République démocratique du Congo, comme on voit sous d'autres cieux? C'est ça ma question. Et la deuxième, prenons l'exemple d'une maman qui habite Kindele ou Matete et qui vient dans cette réunion. Je pense qu'il ne sera pas satisfait parce qu'il en a marre du problème du courant. Même nous qui sommes ici, nous en avons marre. Le problème de délestage, ainsi de suite. Vous avez bien exposé. Nous, en tant que scientifiques, nous sommes très satisfaits de votre exposé. Mais la maman qui a quitté et qui a quitté, comme je venais de dire, s'il posait la question de savoir
Quelle est la solution que vous apportez à ce problème de délestage, de coupure intempestive à court terme? Qu'est-ce que vous allez répondre concrètement à ce problème? J'ai dit. Merci. Merci beaucoup, M. Wilson. Vos questions sont très pertinentes. C'est vrai que la raison sociale de la Société nationale d'électricité, c'est produire, transporter, distribuer et commercialiser l'énergie électrique. C'est plusieurs activités, des grandes activités, mais qui sont gérables. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une des grandes entreprises d'Afrique en termes même des réseaux. Parce que notre réseau interne lui-même, c'est un très grand réseau. Le problème du développement du secteur de l'électricité, tel que je suis en train de le dire, et le doyen a dit, c'est un problème aussi intégrateur. C'est-à-dire qu'on peut faire notre plan directeur, mais s'il ne s'arrime pas au plan directeur industriel, minier, agricole, il risque de faire une histoire isolée. Alors que ces informations-là devaient être là. Bon, on peut dire qu'on pose le premier pas, on commence. Comment les autres se sont développés? Quand vous regardez sous d'autres cieux, le problème d'électricité aujourd'hui ne pose pas problème parce que quand on réfléchit dans tout ça, dans le fond, c'est un problème de disponible d'investissement. On est rentré, on a donné comme obligation aux entités territoriales décentralisées ainsi que aux villes de pouvoir investir eux-mêmes dans le développement de leur réseau et puis de laisser l'opérateur gérer. Ça veut dire qu'ailleurs, la mairie investit pour sa centrale. La mairie construit, finance sa ligne. La mairie achète ses transformateurs. Et puis l'opérateur, c'est l'organe technique. C'est ce qui se passe par exemple en France. Vous avez l'Enedis qui gère, et l'EDF gère les réseaux qui, au départ, ce sont des réseaux qui appartiennent aux municipalités. Ça veut dire qu'il faut créer, il faut repenser la loi aussi. Ça veut dire parce que si nous n'avons toujours pas de levier, mais que font la parafiscalité des entités territoriales décentralisées? Ils orientent ça dans quoi? Je pense qu'on peut mettre une politique pour dire que, ok, dans ce que vous récupérez, essayez d'amener ça dans tel secteur. C'est la même chose même dans la promotion de l'industrie. Aujourd'hui, vous avez une promotion industrielle qui ne finance que l'industrie, alors que l'industrie est tributaire du secteur de l'électricité. En principe, on devrait aussi penser à un fonds de promotion de l'énergie électrique qui devrait être couplé directement à l'activité industrielle. C'est-à-dire qu'il faut directement trouver où se trouve le levier des financements et comment on l'oriente. Parce que si aujourd'hui l'opérateur doit attendre que le petit abonné lui paye et que lui construise la prochaine ligne, alors qu'on vous parle de la décapitalisation, on vous parle des structures, de la structure de prix qui manque certaines rubriques, je pense qu'il faut maintenant mettre sous le point de nouveaux véhicules financiers. Il faut mettre beaucoup d'intervenants qui viennent avec leur rapport financier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour une commune qui récupère la taxe sur le loyer, sur tout ceci, et on dit que par exemple 40% de cette valeur, vous devez améliorer votre réseau de la commune, vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer assez rapidement. Donc ça, c'est sur le long terme ou sur la décision que l'on peut prendre. Par rapport à ce que vous avez dit, la maman qui doit venir aujourd'hui, nous avons donné ici un plan d'abord en urgence. C'est le plan de l'autonomisation des instances officielles. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais je peux vous dire que la consommation des instances officielles, ça représente 300 mégawatts tout au plus. Ça veut dire que les universités, les bâtiments publics et tout ça représentent 300 mégawatts sur les 600. C'est-à-dire la moitié de la consommation va dans les immeubles publics. Ça veut dire que si nous, et ces immeubles publics ne payent pas comme ils devraient. C'est-à-dire si nous les autonomisons aujourd'hui, nous prenons un seul investissement et nous les rendons autonomes avec le système photovoltaïque,
Le différentiel de ce qui était donné va permettre de pouvoir redistribuer d'abord aux autres le temps d'attendre la construction de nouvelles infrastructures, parce que les infrastructures de notre secteur, ce sont des grosses œuvres. Ça prend des années. Mais la solution la plus rapide, c'est l'autonomisation des instances officielles. Imaginez, vous, si toutes les toitures du campus de l'Université de Kinshasa étaient recouvertes de panneaux photovoltaïques et qu'on était en train de récupérer ça pour l'autonomisation de l'université. L'énergie qui pouvait être à disposition, mais c'est vrai qu'un secours va permettre aussi à être déployé aux environs. Donc ça, c'est une solution rapide avec des équipements qui peuvent nous permettre de trouver la solution rapidement en attendant les investissements qui prennent 5-10 ans d'investissement ou de construction. Maintenant, c'est Carlos, je voudrais quand même, voilà, ce plan d'autonomisation va se faire sur les liquides parce qu'il y a un projet d'une construction d'une centrale solaire de 6 MW qui va démarrer avec le financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet qui est là. Je pense que vous avez déjà regardé. C'est Carlos. Merci de la parole accordée, monsieur le coordonnateur scientifique. Je félicite aussi les professeurs DGA et la SNEL de sa prestation de ce soir. J'ai une petite question. Ma question est sur la structure des prix. Vous avez dit dans votre énoncé que c'est le ministère de l'économie qui fixe, c'est pas les indicateurs ou quoi que ce soit. Je constate que dans mon quartier, là où moi je réside, je n'ai pas les compteurs. Mes voisins également. Mais lorsque la facture arrive, l'écart constaté dans nos factures m'étonne. Parce que vous pouvez voir même que les voisins qui a une facture plus élevée que moi, il n'a pas il n'a pas de matériels ou des outils qui peuvent consommer l'électricité qui pouvaient l'amener à cette hauteur-là de la facture. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'équité dans la facturation des clients, ou on parlerait de l'équité quand on voit par exemple, pour ça c'est peut-être pour faire rire, dans les quartiers comme Malolo, quand il y a les matchs, Malolo n'a pas d'électricité, Malolo vient regarder les matchs à Salomon. Et lorsque quelqu'un de Salomon veut aller au travail, il faut que madame aille repasser de la chemise à Malolo. C'est aussi l'équité. Merci beaucoup. Je pense que sur la structure des prix, c'est la loi qui veut que ça soit comme ça. C'est-à-dire que l'autorité tarifaire, comment ça se passe pour de nouveaux projets, c'est que il y a une étude qui est présentée où l'opérateur montre son investissement, il fait son plan d'affaires et il propose un prix. Il dit que je vais vendre mon électricité à tel prix pour qu'il soit rémunérateur. Et après, il y aura une commission d'évaluation. Aujourd'hui, je pense que même le régulateur il fait la veille tarifaire. Et on va analyser et il y aura un arrêté interministériel de l'économie et des ressources hydrauliques et électricité qui fixe le plan. Comme je l'ai dit ici, il faut pour voir le tarif appliqué par nous, société dont l'actionnaire est unique et État, il faut prendre toujours l'État dans ces trois casquettes. Vous voyez, c'est-à-dire que quand nous remarquons qu'il y a la structure des prix n'est pas correctement faite et qu'on a oublié certains éléments à l'intérieur,
ce plaidoyer n'est pas aussi facile parce que l'augmentation du prix du kilowattheure a l'incidence sur le prix du pain, a l'incidence sur beaucoup de choses. Et ça touche l'économie nationale et ça touche le décideur public. Donc lui peut accepter comme État actionnaire à renoncer peut-être à certains avantages dans le cash flow qu'il a, parce que c'est lui l'actionnaire. Mais en même temps, en pensant sur le long terme, sur notre capacité de pouvoir s'auto-investir et se développer, ça pose de problèmes. C'est pour cela que on se dit qu'il faut développer plutôt de nouveaux mécanismes pour que l'on ne sente pas que cette structure ici a connu quelques défaillances. L'absence des compteurs, comme vous avez dit, aujourd'hui la loi impose à ce que chaque abonné ait un compteur. Et il faut maintenant réfléchir sur le mécanisme de déployer les compteurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça va faire appel non seulement au pouvoir public, mais aussi aux banques locales. Les banques commerciales locales peuvent accompagner une société comme la SNEL à pouvoir déployer des compteurs par un mécanisme de remboursement échelonné. Et ça va permettre à ce que tout le monde ait son compteur qui peut rembourser sur 5 ans, sur 3 ans, selon sa capacité. Aujourd'hui, il y a une stratigraphie des abonnés. Tous les abonnés n'ont pas le même niveau. Surtout ceux qui sont en prépaiement. Vous avez des cartes d'abonnés VIP, vous avez des cartes d'abonnés sociales, et tout le monde n'a pas. C'est parce qu'on tient en compte le pouvoir d'achat de la population. C'est une réalité. Donc, on n'applique pas le même tarif à tout le monde. Donc, ça, c'est reconnu, c'est officiel, et surtout pour le système de payer, c'est officiel. Mais, comme on a dit, il nous faut une politique qui intègre les banques commerciales, le pouvoir public et l'opérateur que nous sommes pour déployer les compteurs à tout le monde. Je vais prendre une toute dernière question de notre ami là-bas qui a beaucoup insisté. Ça, c'est la toute dernière question. Je pense que le président déjà viendra encore dans une de nos réunions. Parce que sinon, on ne va jamais nous arrêter. Je sais que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui n'a jamais connu le délestage. Michael disait qu'il y a des quartiers où il n'y en a pas. Bon, c'est pas vrai. Il y en a partout. Merci, professeur, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le coordonnateur scientifique, je félicite le professeur pour son exposé. Je voudrais savoir, quand vous êtes arrivé à la tête de votre entreprise, comme directeur général adjoint, est-ce qu'aviez-vous fait un bon diagnostic pour savoir le besoin réel de l'entreprise? Et si oui, et ces diagnostics-là a abouti à quel type de budget? Parce qu'il me semble que vous avez un problème aussi des moyens. Oui, parce que si je pose cette question, c'est pour savoir si réellement vous avez un dialogue permanent. Parce qu'il y a d'autres projets que le gouvernement finance qui ont des attributions que la SNEL devait aussi avoir, ou c'est dans les attributions de la SNEL. C'est la raison pour laquelle je voudrais savoir, quand vous êtes arrivé, avez-vous fait un diagnostic? Si oui, à quelle hauteur votre diagnostic relève, à quel montant? Et est-ce qu'il y a eu un programme où vous avez élaboré un programme? Parce que vous aviez parlé tout à l'heure là de la Banque mondiale, qui est un partenaire du gouvernement. Si oui, est-ce qu'il y a un programme quinquennal où vous avez soumis ces cas-là auprès de votre ministère du TITEP afin qu'il puisse faire un plaidoyer, afin que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes que vous êtes en train de soulever pour le délestage. Merci. Merci beaucoup. Je pense que votre question, c'est une question fondamentale. Je pense que par rapport à la gestion aujourd'hui de certaines entreprises du portefeuille, il serait très important de féliciter l'initiative que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prise.
La gestion de la SNEL, la régie des eaux et le FONER aujourd'hui, c'est un cas typique de la volonté du chef à pouvoir rénover les gestionnaires. Les gestionnaires de ces 3 entreprises ont été recrutés sur base d'un concours organisé par le gouvernement congolais, le COPIREP et la Banque mondiale, pour le PCA, le DG et les DGA. Ça veut dire que pour participer à ça, il fallait d'abord présenter au préalable un plan d'action de redressement de l'entreprise. Et qu'il fallait présenter dans un programme de test qui a pris pratiquement 3 mois et qui a été défendu à tous les niveaux jusqu'à ce qu'il y a eu les dernières montures qui ont été proposées au chef de l'État qui a tenu son ordonnance sous son initiative. Ça veut dire que quand on est arrivé, effectivement, on avait des plans d'action pour redresser l'entreprise. Alors, en entrant à l'intérieur, on fait le diagnostic. Le diagnostic au niveau de l'entreprise, d'abord, il est facile à faire parce qu'il existe des documents de gestion qui vous présentent. On n'invente pas ça. Il y a les états financiers, il y a l'état des lieux de l'entreprise. Ce sont des données qui se produisent chaque année. Et là, vous avez pratiquement la situation de l'entreprise. Maintenant, la situation de l'entreprise aujourd'hui, s'il faudra redresser, comme on l'a dit, il faudra passer dans tous les axes. La production, le transport, la distribution et la commercialisation. Du point de vue de la production, nous sommes en déficit de production par rapport à la demande. C'est qu'il faut encourager une politique de mix énergétique. Ça veut dire qu'il faut diversifier nos sources d'énergie de production. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut mettre à contribution le photovoltaïque et les autres sources pour que ça puisse venir en appui. Le levier qui reste, c'est toujours le levier d'investissement. C'est pour ça que nous sommes en train de parler du partenariat avec d'abord une tranche de notre clientèle, ça veut dire les clients achetés qui consomment beaucoup plus, se présentent par moment aussi comme partenaires financiers, les banques commerciales, les banques internationales ou la Banque mondiale par ailleurs. Alors, une autre chose qui est importante après ce diagnostic, c'est la restructuration de la dette. Nous avons une entreprise que nous trouvons, ce sont les premiers indicateurs d'un gestionnaire. On regarde le niveau de la capacité de sa trésorerie, le niveau d'endettement. Une fois qu'on se rend compte que nous avons une dette compacte, qu'est-ce que nous cherchons à faire ici? La dette que nous avons au niveau de l'entreprise, nous l'avons face à plusieurs partenaires. Nous avons les partenaires bilatéraux, c'est-à-dire internationaux, la Banque mondiale, la BEI. Nous avons des clients bailleurs. Nous avons aussi d'autres types de dettes. Il faut compiler cette dette-là et racheter la dette. Ça veut dire l'ensemble de la dette aujourd'hui de notre société, au lieu que nous puissions payer à plusieurs personnes, il faut qu'un seul banquier récupère cette dette comme ça. Nous ne devons qu'à une seule personne et notre comptabilité devient beaucoup plus simple. Ça, c'est un élément fondamental. C'est en ayant le rachat de la dette que on peut maintenant avoir des leviers d'investissement. Et aussi en ayant des documents de travail comme celui qu'on a dit ici, le plan directeur. Le plan directeur, comme on l'a dit, c'est un document qui se fait sur base d'une étude. Et ce n'est pas une étude de 1 mois ou 2 mois, parce que nous avons 10 mois depuis que nous sommes là. Et c'est un travail de fond, parce que c'est un plan directeur national. Les évaluations doivent être intégrales et totales. C'est-à-dire, une fois que nous avons l'état financier que nous avons récupéré en rachetant la dette, nous présentons maintenant nos axes de redressement. La mise en contribution de l'État, le plaidoyer que nous sommes en train de faire ici pour que l'on ne subisse pas la décapitalisation en passant par le paiement croisé, en passant par les allègements fiscaux. Ce sont des mécanismes pour nous permettre à garder un levier de financement. Parce que si je dis que j'ai mon plan directeur, par exemple, de 2 milliards de dollars et que l'impôt que je paie par an, c'est 250 millions. Si j'ai dit, faites-moi l'allègement fiscal de 5 ans, c'est-à-dire, on m'a donné un chèque en blanc d'1 milliard. Et ces 1 milliard-là, je peux le faire valoriser dans une banque d'investissement qui peut financer mon projet. Mais il faudra qu'on me donne les leviers pour avoir accès à ces financements, notamment les allègements fiscaux. Donc c'est pour dire que, effectivement, le plan d'action et les schémas directeurs, parce que c'est un grand travail, nous avons un schéma directeur sur ce qui a été fait avec des propositions
budgétisé, mais ça doit être validé par une étude scientifique prouvée qui sera ce plan directeur-là qui va nous donner plus ou moins les grands axes de redressement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le diagnostic a été fait. C'est sur base du diagnostic que l'on a fait, que l'on s'est rendu compte que l'on a beaucoup de partenaires financiers que nous devons, que notre productible ne convient pas, que nous sommes décapitalisés par le phénomène de la structure du prix. C'est parce qu'on a fait une analyse profonde. Donc je pense que dans l'ensemble c'est ça, et il faut nous accorder un peu de temps pour mettre à disposition ces éléments-là et puis trouver des leviers de financement. Merci beaucoup, monsieur le leader. Il y avait peut-être juste un petit complément d'information à demander. Je vais dire peut-être que je n'ai pas bien suivi. La ligne de 400 kV, c'est cette question-là. On a dit qu'on avait construit une ligne de 400 kV qui venait de Inga jusqu'ici. Mais dans quelle est sa situation aujourd'hui? Elle va s'achever d'ici 2 mois. La ligne de zone 2 vers Kinsuka sera mise à contribution. Peut-être une deuxième question, regarde tout ce qui a été dit ici. La SNEL reçoit l'argent des miniers qui payent leur facture à 100%, c'est 85% je pense, des contributions à la facture d'affaires. La SNEL reçoit aussi l'argent des bailleurs de fonds. Et un peu, beaucoup moins de ses clients très douteux. Quand vous faites la somme, vous êtes en déficit, en équilibre, parce que si c'est toujours déséquilibre, donc à un moment, on ne saura pas payer les salaires à la SNEL. Non, aujourd'hui, en dépit de toutes les difficultés, ça reste une entreprise viable. Parce que l'équilibre, les ratios prouvent aujourd'hui par l'état financier que c'est une entreprise très viable. Mais il faut se mettre maintenant, il faut s'arrimer à la nouvelle loi, par exemple de l'OADA, qui demande à ce qu'il y ait des effacements des dettes après 5 ans. Ça veut dire que nous avons des dettes qui reviennent encore. Ça fait partie des recommandations que les commissaires au compte nous font, que nous puissions maintenant sortir ce qui constitue un passif, les mettre dans une comptabilité extra-comptable et alléger notre plan comptable. Ça veut dire par exemple tout ce que nous avons comme dette avec l'État client et tout, on peut cleaner notre comptabilité et ramener ça et rendre l'entreprise très souple. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise très viable dans le sens que c'est un produit prisé, mais il faudra corriger des petites choses, notamment dans la structure de prix, pour que l'on puisse être aussi capable de pouvoir tenir plusieurs actions par nous-mêmes. Donc on rentre juste dans la vérité des prix et c'est un des secteurs les plus prometteurs. Donc la SNEL n'est pas si mal que ça. Une toute dernière question, un petit commentaire. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, en 82, en tant que jeune ingénieur, j'ai travaillé à la SNEL 6 mois. Ce que j'ai découvert depuis donc ça fait 41 ans, je ne suis pas surpris du fait que la SNEL n'est pas capable de rendre le service. Un moment, on m'a mis comme on était encore au début, dans le service des achats, ou quelque chose comme ça, pour le visionnement. Il n'y avait que des magouilles, depuis. Quand je pose des questions, oh non, ça, on ne pose pas de questions. Est-ce que vous avez regardé ce qui se passe dans les... Donc on vous dit qu'on a acheté des choses, ces choses n'ont jamais été achetées, mais l'argent est sorti. Ça, moi, je l'ai vécu. J'ai fait 6 mois à la SNEL. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que pour moi, nous sommes en 40 ans plus tard. Ça n'a pas changé. Je pense que ça a empiré.
Merci beaucoup. Je pense que cette situation, comme on l'a dit, ce sont des situations qui sévissent, mais la solution par rapport à ça, la digitalisation, aussi curieuse qu'elle peut paraître, est une des très grandes solutions. Parce que quand on va mettre des ERP, ça va nous permettre d'abord de pouvoir gérer les durées des services. Parce qu'avec un logiciel intégré qui met tous les services en place, même le temps de décision. Ça veut dire que si par exemple vous parlez de la logistique, on donne l'ordre à un opérateur d'acquérir, on saura le jour où on a donné l'injonction, le temps qu'il a eu à traiter, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a laissé en stock. Ce n'est que le gestionnaire le plus haut gradé qui peut faire le croisement d'informations. Et chacun à son niveau n'aura pas à le faire. Du coup, il y aura une sorte d'audit automatique et journalier. Ça, c'est une des solutions que nous sommes en train d'essayer d'envisager parce que la gestion la plus compliquée, c'est la gestion des ressources humaines. Parce que l'humain, il est incertain, les machines, ça va encore. On peut mieux les gérer, mais l'humain, je pense que la digitalisation, l'installation d'un ERP à la SNER, la coordination des informations, parce que c'est la conciliation d'informations qui pose problème. Entre même le service commercial, les services financiers, c'est que l'on a vendu et c'est que l'on a comme encaissement. Tant qu'il n'y a pas de rapprochement journalier, on est dans le flou. Donc c'est parmi ces choses qu'il faut corriger. Une fois qu'on arrive à corriger avec la digitalisation, je pense qu'il y aurait une amélioration. Je voudrais une question. Je voudrais demander au DGA, qu'en est-il actuellement de la fourniture du courant au pays du Nord et même à ce qui est autrefois au client que vous plaignez en termes d'investissement? Voilà. Aujourd'hui, la RDC, l'électricité consommée en RDC, 20% vient de l'exportation. La situation a changé il y a longtemps. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui vendons, mais c'est nous qui avions besoin. Et je vous dis aujourd'hui, parce que 20%, ce n'est pas petit, ça représente près de 250 mégawatts. On tourne autour. En termes de richesses créées, c'est autour de 10 milliards. Ça veut dire que l'énergie exportée de l'étranger apporte ça. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en position un tout petit peu de faiblesse parce qu'ils tiennent aussi une petite partie de notre économie. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui n'est pas la même parce qu'il y a un gros besoin et un besoin industriel intramuros. Encore une question? J'ai quand même une question. Ma préoccupation, pourquoi on n'utilise pas les mines, disons l'uranium par exemple, et ainsi de suite? Ça faciliterait les choses. Voilà, ce sont des très bonnes questions. Et ça, ce sont des questions même qui peuvent être intégrées dans le cadre de notre plan directeur, le mix énergétique. Qu'est-ce que nous faisons du potentiel que nous avons? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 100 000 mégawatts de potentiel énergétique. On peut même aujourd'hui calculer l'eau que nous jetons dans le fleuve comme une perte, le débit du fleuve Congo. On peut comptabiliser pour dire qu'à chaque fois ça va dans l'océan, c'est autant de millions que nous perdons parce qu'on n'a pas mis des centrales pour valoriser ça. Le charbon de l'OENA, c'est une source d'énergie qui peut nous donner jusqu'à 1000 mégawatts de centrales. La question de l'uranium, mais est-ce que aujourd'hui nous avons les moyens technologiques, les moyens financiers à pouvoir lever les fonds pour ce type de projet? C'est ça les bonnes questions. Donc il faut trouver des véhicules de financement pour qu'on puisse mettre en contribution. Aujourd'hui, la transition énergétique au sens propre ne s'applique pas chez nous en termes du secteur de l'énergie. Parce que nous sommes pleinement un pays qui produit de l'énergie verte. La transition énergétique, par exemple, ne se posera que sur les réseaux routiers. Parce que aujourd'hui, si d'ici 10 ans, l'Europe met en place son plan de transformation et de l'utilisation des 70% des véhicules électriques, quel sera l'avenir ici chez nous? Parce que les sociétés d'électricité
électricité n'ont pas encore créé des bouches d'électricité. Parce que c'est nous qui devons prendre la vengeance sur la route. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voyons ça? Ça devait être les ministères qui s'occupent aujourd'hui, qui gèrent les ressources pétrolières, qui devaient penser avec nous sur comment supporter l'avenir quand il y aura cette mutation. Donc ça, ce sont des bonnes questions et c'est là que l'on va trouver des véhicules financiers. Si les pétroliers commencent à donner de plus-value de leur valeur pour financer leur avenir dans l'électricité, on va construire. C'est-à-dire où trouver l'argent pour financer notre plan de développement du secteur de l'électricité. C'est ça les bonnes questions. Et la réponse, c'est un plan directeur global. Et je remercie M. le DGA pour sa présentation. Je remercie l'Assemblée par rapport aux questions. Je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas poser les leurs parce que c'est un sujet dont on ne peut pas épuiser en quelques minutes. Je vous demanderai d'applaudir encore une fois M. le DGA. Donc, je pense que vous avez maintenant la parole. Je remets la parole au président. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, coordonnateur scientifique. Merci, monsieur le DGA. Bon, nous, ici, on a une culture lorsqu'on termine. On fait les bas à l'orateur du jour. Mais bon, je ne sais pas si vous étiez déjà renseigné pour savoir les bas c'est quoi. C'est vous qui avez dit quel bas nous devons faire. Mais on va se demander quand même à l'auditoire de se lever et vous demander aussi de vous lever. Parce que l'auditoire va faire les bas en signe de remerciements et félicitations. Alors, il faut qu'on fasse quel bas? Je vous laisse l'attitude. Nous, on fait souvent les bas affectifs, les bas amoureux. Bon, je ne sais pas s'il y a un bas lié au délestage ou électrique. Oui, je sais pas s'il y a un bas électrique. Électrique, comment ça existe? Comment ça se fait? Le bas électrique, c'est comment? Ok, merci beaucoup, monsieur. Déjà,